Bonjour à tous et bienvenue à l'un de nos premiers webinaires social. D'ailleurs, c'est une innovation pour TLF, pour le pôle social de TLF. Nous sommes ravis de vous convier à donc ce webinaire dédié au dispositif Transco, autrement appelé Transition collective, hein, qui a été lancé assez récemment par le gouvernement. Qui offre de merveilleuses possibilités pour nos entreprises, mais qui, c'est vrai, qui peut peut-être parfois être un peu complexe ou lourd à mettre en œuvre. Et lorsque nous avons rencontré Siaci Saint-Honoré via Raphaël, Bertrand et Myriam, nous avons trouvé la solution proposée très, très intéressante pour vous parce que ça pourra vous permettre de faire beaucoup de choses en matière de ressources humaines, de gestion des emplois, avec quelqu'un qui peut vous accompagner pour le faire. Voilà. Bon, donc maintenant, je vais laisser la parole, je pense, à Bertrand ou Myriam qui vont pouvoir lancer leur présentation. Mais je suis très heureuse de vous accueillir tous aujourd'hui. Merci beaucoup, chère Nancy. Myriam El Khomri, j'ai rejoint le groupe Siaci Saint-Honoré maintenant depuis plus de 2 ans pour y piloter les activités de conseil en ressources humaines, activités qui sont plutôt récentes au sein du groupe puisqu'elles ont à peu près 4 ans, aujourd'hui avec une soixantaine de consultants et avec une volonté forte d'inscrire ces activités dans du conseil dit responsable. On va vous présenter avec Bertrand Martineau une première expérience que nous avons réussie au sein du groupe CSI, notamment dans le cadre du dispositif Transition collective. Je me dois en introduction déjà de vous remercier d'être présent aujourd'hui. On a essayé de porter ce projet pilote et c'est à cours d'une discussion avec Raphaël Franklin que nous avons eu cette envie aussi de pouvoir en parler dans votre secteur. Alors, la première expérience qui a été la première expérience réussie en France dans Transco, c'est nous qui l'avons portée avec Bertrand. Alors, je me dois de vous dire que c'était d'abord il y avait un peu une dimension opportuniste puisque nous l'avons fait sur le secteur du grand âge. Et moi-même, j'ai porté en octobre 2019 un rapport auprès d'Agnès Buzyn sur la problématique d'attractivité des métiers du grand âge et dont on sait que c'est un secteur en tension et dont on sait aussi que 10% des personnes âgées n'ont pas de personnel à proximité. L'été dernier, on a eu à peu près 10% des prises en charge qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc avec un vrai enjeu aussi de dignité derrière, bien évidemment. Et donc, on a voulu se lancer dans Transition collective, d'abord sur ce sujet du secteur du grand âge. Et donc, nous avons modestement porté un projet mandaté par l'entreprise Corian, qui donc a des EHPAD France entière, à peu près 450 EHPAD. Nous avons porté un projet de transition collective, de passerelle entre l'entreprise de Richebourg et l'entreprise Corian, et puis entre l'entreprise Monoprix et l'entreprise Corian. Au moment où je vous parle, il y a à peu près 80 salariés, 20 qui ont rejoint de Richebourg l'entreprise Corian en mai dernier, et 60 de Monoprix qui vont rejoindre l'entreprise Corian en septembre pour être formés au diplôme d'aide-soignant. Je ne vais pas plus loin, et donc notre réflexion, et c'est les échanges que nous avions eus avec Raphaël Franklin, moi-même, lorsque j'étais en fonction, je me rappelle très bien de l'enquête BMO que nous avions eue, je crois que c'était en 2015 ou 2016, sur votre secteur, avec les difficultés qui est connu comme être un secteur avec des fortes, enfin, c'est de notoriété publique, ces fortes difficultés de recrutement. Et donc, c'est comme ça que nous sommes venus auprès de Nancy pour aborder cette question de transition collective, de notre projet passerelle et les spécificités, avec une conviction forte que nous portons, c'est-à-dire que dans le cadre du conseil responsable, nous voulons bien évidemment privilégier des restructurations à froid et donc développer des accompagnements autour de la GPEC, enfin ex-GPEC, GEPP aujourd'hui. Bien sûr, on a une activité PSE, PDV et autres, mais tout notre sujet à nous, c'est comment on anticipe cela et comment transition collective peut s'inscrire dans un accord GPEC pour privilégier ces mobilités volontaires sécurisées. Et donc, c'est comme ça que tout naturellement, nous avons pensé que dans votre secteur, il pouvait y avoir des entreprises cibles, en tout cas des entreprises d'accueil de salariés qui seraient en reconversion, d'entreprises qui pourraient être en train de décruter, même si le mot n'est pas très joli. Je n'en trouve pas d'autre. Je te passe tout de suite la parole, Bertrand,
pour que tu puisses présenter. Alors là, tu n'es pas sur la première slide, je te dis, tu es sur la 8. Ah oui, d'accord. Là, c'est bon? Non. Non. Voilà. Voilà, Voilà, c'est bon. Bon, donc Bertrand Martineau, j'ai rejoint Ciassis Saint-Honoré il y a maintenant exactement 2 ans pour créer une nouvelle practice qui est le conseil en développement de formation et développement des compétences. Ce qui est apprendre au sens large, puisqu'en fait, par extension, je m'occupe aussi de la question de gestion de l'emploi et de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Et puis, je suis amené à intervenir sur tout type de sujets un peu visant des restructurations à froid, c'est-à-dire avant un PSE ou un PDV, et qui engage des actions de type développement des compétences, mais en amont, donc avant qu'on arrive dans une phase chaude de restructuration plus difficile. Et c'est dans ce contexte-là, évidemment, qu'avec Myriam, on a été amené à s'intéresser de près à ce dispositif nouveau. Dans le passé, j'ai été directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle il y a quelques années, donc au ministère de l'Emploi, et je dois dire que déjà à cette époque, c'est-à-dire il y a 10 ans, on tournait autour du sujet, c'est-à-dire comment faire en sorte que des entreprises qui sont en diminution d'effectifs puissent faire évoluer leurs salariés, non pas à l'aveugle, comme ça, en les faisant partir de telle ou telle manière, mais en créant des passerelles directement avec des entreprises qui recrutent. Et on sait évidemment qu'il y a toujours dans une économie, même en période de crise, des entreprises qui recrutent. Et donc, l'État a apporté finalement une pierre qui manquait, c'était la question financière, c'est-à-dire qu'on a chopé depuis toujours sur la question financière. C'est-à-dire qu'en gros, sans soutien financier de la part de l'État, en fait, il vaut mieux faire des congés de reclassement de quelques mois, 4, 5, 6 mois. Ça coûte quand même beaucoup moins cher que de faire un accord de mobilité volontaire sécurisée, avec tous les risques que ça a. Le maintien de salaire pendant toute la durée du parcours de formation, le risque que le dispositif ne soit pas très attractif, que les salariés reviennent ou arrêtent en cours de route. Voilà, donc il fallait ce coup de pouce de l'État, et ce coup de pouce a été permis par le plan de relance. Alors maintenant, ceci étant dit, donc je vais vous faire la présentation. Alors, donc, on va partir des grands principes. Bon, le principe, il est simple, hein. Là, c'est bon, vous le voyez? Est-ce que vous voyez l'écran? On voit les principes, oui, on voit les principes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très simple. Donc, il y a une entreprise cible qui recrute et qui souhaite recruter des salariés sur des métiers en tension, moyennant, le cas échéant, un parcours de formation adapté. Il y a par ailleurs des salariés qui sont dans une autre entreprise, qu'on va appeler une entreprise source, qui sont sur des emplois qu'on va appeler fragilisés, au sens du droit du travail, et des salariés qui sont volontaires pour évoluer professionnellement pour les emplois qui sont proposés par l'entreprise cible. Et dès l'entrée du parcours, ces salariés bénéficient de la part de l'entreprise cible d'une promesse d'embauche en CDI conditionnée au succès de la formation. Voilà, jusque-là, on est sur un principe extrêmement simple. Alors, quels sont les enjeux pour les entreprises participantes? Bon, c'est assez simple, hein. Pour l'entreprise source, donc qui cherche à baisser ses effectifs, c'est parce qu'elle connaît une baisse d'activité, qu'elle est en restructuration, mais pas en PSE, mais elle souhaite diminuer sa masse salariale, ou alors ça peut être d'autres choses, elle souhaite ouvrir des perspectives externes de mobilité à ses collaborateurs dans le cadre d'une démarche de type RSE pour améliorer sa marque d'employeur. Donc, bref, l'entreprise source souhaite encourager, pour diverses raisons, la mobilité externe de ses salariés vers des emplois qui ont du sens et qui vont en CDI. Pour l'entreprise d'accueil, donc l'entreprise cible, ses motivations sont très simples. C'est qu'elle peine à recruter, elle est dans un secteur à forte demande, elle souhaite valoriser sa promesse employeur, et elle désire faire connaître plus profondément le cœur de la profession, susciter des vocations sur ces métiers et au passage aussi faire de la communication autour de ces métiers, autour de sa marque employeur, etc. Alors, pour rebondir sur l'exemple qu'on a, nous, avec Monoprix et Derichebourg vers Korian, il faut bien voir, vous avez dû voir dans la presse, que l'entreprise Korian a très largement bénéficié de retombées médiatiques de ces sujets, et Korian passe maintenant pour une entreprise extrêmement extrêmement innovante sur le plan RH, qui essaye de manière extrêmement innovante de résoudre ces terribles difficultés de recrutement sur les aides-soignants. Donc, au passage, Korian fait de la publicité pour sa marque employeur. On ne peut pas dire en ce moment, à l'occasion
la mise en place de ce dispositif donc Transco, passerelle, a permis à Coriandre quand même de faire pas mal de bruit médiatique là-dessus, aidé par ailleurs par des visites ministérielles qui ont facilité la communication, lesquelles visites ministérielles étaient suscitées par le fait que transition collective peut être considérée comme assez compliquée, et à ce jour, comme rappelait Myriam, il n'y a que l'exemple Coriandre comme entreprise cible qui existe en fait. D'où l'engouement ministériel. Alors, si tu permets, Bertrand, justement, ce qui a été important pour l'entreprise Coriandre, c'était de montrer une vraie diversité de leur recrutement, de mettre un accent fort à la fois sur l'apprentissage, dans un moment où on sait que dans ce secteur-là, il y a peu d'apprentis. Donc, c'était ça, et d'avoir aussi cet enjeu de reconversion. Un autre élément s'agissant de l'entreprise source, et on l'a vu sur de Richebourg, c'est que nous étions face à des salariés qui avaient beaucoup de temps partiel et que l'entreprise était en incapacité de leur proposer un temps plein. Et donc, on voit bien que c'était important aussi, avec des horaires fragmentés, puisque c'était des agents d'entretien, avec beaucoup de temps de transport aussi. Et donc, on voit bien proposer un CDI à proximité de chez vous en temps plein avec un diplôme d'aide-soignant à la clé. Ben, on voit bien à quel point c'était vraiment beaucoup plus responsable, en tout cas valorisant aussi vis-à-vis de ses salariés. Pardon, Alors, Bertrand. non, mais pour compléter aussi sur l'intérêt que peut avoir l'entreprise d'accueil, il faut bien voir que l'entreprise d'accueil, de cette manière, embauche des salariés qui sont généralement des gens relativement expérimentés, qui ont déjà un vécu professionnel, qui connaissent le monde du travail, ce qui, toute chose égale par ailleurs, peut quand même, des gens motivés par définition, s'ils se sont engagés là-dedans, alors même qu'ils n'étaient pas directement menacés par le risque chômage. Donc, ça peut être valorisant aussi d'employer des personnes qui ont ce potentiel, en fait. Voilà, et qui sont extrêmement motivés. Hein. Voilà, j'insiste sur ce point positif pour l'entreprise d'accueil. Voilà. Alors, maintenant, toujours sur les principes. Alors, les principes de ce... Donc, on se base sur le dispositif de transition collective qu'on a appelé chez CSI le passerelle, donc qui permet donc aux salariés d'une entreprise source de rejoindre une entreprise cible dans un autre secteur d'activité et éviter les ruptures de parcours, un PSE, éventuellement un passage par Pôle emploi, avec souvent les traumatismes que ça implique. Passerelle s'appuie donc sur une mobilité à caractère volontaire du salarié, c'est-à-dire que, et ça c'est une obligation de transition collective, hein, c'est que l'acte de mobilité est volontaire, on n'est pas dans un PSE évidemment unilatéral, et par ailleurs à tout moment le salarié a la possibilité de revenir dans l'entreprise initiale aux conditions initiales. Et on propose également un accompagnement humain et qualitatif parce que si le parcours dure quelques mois, il faut à la fois à l'entrée et pendant le parcours lui-même, il faut un suivi, c'est-à-dire que, alors là, on peut discuter sur qui effectue le suivi, est-ce que c'est l'entreprise d'accueil, est-ce que c'est une structure externe, mais en tout état de cause, il ne faut pas laisser le salarié comme ça seul pendant toute la durée du parcours. Deuxième élément, c'est un processus de reconversion professionnelle sécurisant, parce que donc, comme je disais, le salarié dispose d'un droit au retour, et puis bénéficie d'un accompagnement personnalisé tout au long de son parcours. Et par ailleurs, les modalités de formation sont adaptées au profil de ces salariés et à ses compétences initiales. Donc, on peut imaginer des formations externes, mais on privilégie beaucoup des actions de formation en situation de travail, éventuellement une VAE. Tout dépend en fait du profil de la personne et des compétences initiales et des compétences qui lui manquent pour prendre le poste d'accueil. Et enfin, troisième principe, un financement partagé. Donc le financement des projets, que ce soit les cours à distance ou en présentiel, et tous les frais de reconversion, la rémunération, la formation, est partagé entre l'État, l'entreprise source et l'entreprise cible. Alors, justement, puisqu'on parle de financement, qu'est-ce que fait l'État dans cette affaire? Alors, donc l'État finance le projet de reconversion dans sa totalité, c'est-à-dire la formation et le maintien de la rémunération dans la limite de 24 mois, selon une proportion qui dépend de la taille de l'entreprise source. Alors, c'est-à-dire que si l'entreprise source est de moins de 300 salariés, l'État prend en charge 100%
de l'ensemble des frais, donc rémunération et formation et frais annexes. Si l'entreprise est entre 300 et 1000 salariés, c'est 75%, l'État prend en charge 75%. Et c'était le cas évidemment de Richebourg et Monoprix, qui sont des entreprises de plus de 1000 salariés. Eh bien, l'État prend en charge 40% des charges. Donc, dans ce cas qui est le plus fréquent, souvent les entreprises sources ont plus de 1000 salariés, il y a un reste à charge de 60%, donc de maintien de rémunération et de formation, qu'il faut se répartir entre l'entreprise source et puis l'entreprise d'accueil. Alors, c'est vrai que le cas de figure le plus fréquent, c'est le cas des plus de 1000 salariés, mais il se trouve que nous avons parfois, nous avons été contactés par des entreprises qui sont des filiales de groupes, mais qui sont des entreprises de moins de 300 salariés. Et dans ce cas-là, eh bien, l'État prendra en charge 100% du dispositif, ce qui serait évidemment particulièrement avantageux pour tout le monde. Mais c'est vrai que dans le cas de Korian, Monoprix et de Richebourg, on était sur des entreprises de plus de 1000. Donc, j'insiste sur le fait que le financement dépend de la taille de l'entreprise source, et non pas de la taille de l'entreprise d'accueil. Je rajoute un élément, si tu permets, Bertrand, c'est que je vous parlais tout à l'heure d'agents d'entretien qui avaient des temps partiels. Il est évident que des personnes qui sont à temps partiel ne vont pas faire 35 heures chez Korian en étant payées temps partiel. Donc, la question de ces temps partiels a été posée par notre première expérimentation et notre premier pilote. Et donc, les partenaires sociaux, au moment où ils ont négocié sur transition collective, parce que c'est quand même le fruit des partenaires sociaux, cette question des temps partiels n'avait pas été abordée. Et donc, nous avons eu sur ces deux projets un complément de rémunération qui a été apporté par l'État, notamment par rapport à ces salariés qui étaient à temps partiel. Voilà. Voilà, c'est un cas de figure qui peut se retrouver. Merci de le souligner effectivement parce que dans le secteur dans le secteur transport, c'est variable, mais en marchandises et en logistique, il y a assez peu de temps partiel. Ça se trouvera plus dans le secteur des voyageurs, mais en marchandises, assez peu. Effectivement, la question pourra se poser. Exactement, avec une entreprise source qui, elle, aura souvent des salariés à temps partiel, effectivement. Donc, ce problème est réglé parce que, effectivement, concrètement, dans un cas comme ça veut dire que le salarié de l'entreprise source qui est à temps partiel doit, par avenant, signe avec son entreprise source d'origine, signe un avenant à son contrat de travail qui le passe à temps plein pendant la durée où il effectue sa formation dans l'entreprise d'accueil, par définition à temps plein. Et il est évident que vous imaginez bien que l'entreprise source ne va pas vouloir payer un temps plein alors même que la personne était à temps partiel, c'est évident. Donc le fait que l'État prenne en charge 100% du différentiel, c'est-à-dire du passage du temps partiel au temps plein, a été une condition qui a permis l'opération dans le cas, effectivement, notamment là, de Richebourg et Monoprix. Alors maintenant, je reviens alors rapidement, sans rentrer dans les détails, sur le cadre des légales et les conditions légales pour entrer dans ce dispositif. Alors, comme je vous l'ai dit au début, Passerelle s'inscrit dans le cadre du dispositif transition collective, qui formellement n'est pas un cadre légal, puisque c'est une circulaire de la DGEFP, donc ça, c'est une interprétation de la loi, co-construit avec les partenaires sociaux dans le cadre du plan France Relance. Et en gros, transition collective, c'est quoi? C'est un CIF collectif. C'est un PTP maintenant, depuis la loi de 2018. Un PTP collectif, au départ, ça ne suppose pas d'avoir identifié une entreprise recruteuse. C'est-à-dire que toutes les formalités administratives et les modalités de financement sont calquées exactement sur le PTP, sauf qu'au lieu d'avoir une instruction individuelle, vous avez en fait une démarche collective, mais avec quand même des dossiers individuels de PTP qui sont, en termes administratifs, rigoureusement les mêmes. C'est-à-dire que le dossier est formellement le même, le passage par un conseil en évolution professionnelle est obligatoire. Et dans sa pureté initiale, transition collective, comme un PTP, un CIF donc, ne suppose pas d'avoir identifié une entreprise recruteuse. Et c'est la grande spécificité de la démarche de CIACI, c'est de dire que pour que cette démarche soit vraiment mobilisatrice et que ça fonctionne finalement, et pour l'instant on a raison puisque c'est les seuls exemples réussis, il faut identifier une entreprise cible qui s'engage avec une promesse d'embauche sous condition de réussite de la formation. Et donc, on tord un petit peu, mais elle était totalement légale, évidemment, ce qu'on fait, mais on tord un peu le dispositif en identifiant non pas un vague secteur qui recrute,
en envoyant les gens en formation externe comme ça pendant X mois. On identifie une entreprise qui recrute et on essaye de former au maximum la personne dans l'entreprise qui recrute pour que très vraisemblablement, à la sortie, elle choisisse d'être recrutée par cette entreprise qui lui a déjà fait une promesse d'embauche. Voilà le cadre légal de transition collective. Alors, les conditions légales, elles portent sur l'entreprise source, elles ne portent pas sur l'entreprise cible, c'est-à-dire que toutes les entreprises cibles, n'importe lesquelles, à partir du moment où vous vous engagez sur une promesse d'embauche, vous pouvez tout à fait évidemment rentrer dans un dispositif de type passerelle, mais l'entreprise source doit avoir, il faut le savoir, il y a quelques conditions, c'est avoir signé un accord de gestion de l'emploi et des parcours professionnels, ou, si ça n'a pas été fait, avenanter un accord JEPP qui existerait déjà et qui identifierait les métiers dits fragilisés pour lesquels les salariés sont éligibles, sur lesquels les salariés sont éligibles à passer par transition collective. Alors, c'est en général, alors dans le cas de Richebourg et de Monoprix, ça n'a pas posé de difficulté d'identifier ces emplois fragilisés. Dans le cas de Richebourg, c'était clairement des emplois d'agents d'entretien et majoritairement chez Monoprix, c'était des agents de caisse. Bon. Et dans les deux cas, ces entreprises ont pu finalement avenanter un accord GEPP avec l'accord de leur syndicat pour identifier ces métiers comme étant fragilisés. Alors, nous, notre sentiment avec Myriam, c'est que dans l'immense majorité des entreprises, les partenaires sociaux, les organisations syndicales sont assez favorables à signer ce type d'accord, pour peu que ce ne soit pas l'antichambre d'un PSE, évidemment. Il faut que les choses soient claires depuis le début. Il faut que l'entreprise, dans ce cas-là, s'engage à ne pas faire un PSE, parce que sinon, vous imaginez bien que les syndicats vont dire, écoutez, si vous voulez faire un PSE, ne nous menez pas en bateau, faites un PSE, si possible avantageux, et ce sera très bien comme ça. Donc, c'est la seule petite difficulté, éventuellement, en termes de dialogue social, mais il faut savoir qu'au niveau national, ce dispositif est porté par les organisations syndicales, et donc, il y a un soutien de la part des grandes fédérations des organisations syndicales sur ce dispositif. Donc, ce n'est pas a priori très difficile de signer un tel accord. Pour information, c'est un accord qui fait deux pages, dont un modèle d'ailleurs est annexé à la fameuse circulaire de l'État. Donc, ce n'est vraiment pas très compliqué, c'est assez formel. Et de Richebourg et Monoprix ont réussi à négocier et signer ces accords en l'espace de 3-4 semaines, en fait. Alors, la deuxième condition, c'est ne pas être en PSE ou projeter un PSE pendant la durée de cette transition collective. C'est tout simplement parce que l'État a considéré, sans doute à juste raison, qu'il n'avait pas en fait à financer une partie d'un plan social, d'un PSE, avec des transitions collectives. Si l'entreprise fait un PSE, eh bien, la loi s'impose à elle. Elle doit financer à 100% des congés de reclassement et c'est dans ce cadre-là que doit avoir lieu un PSE. Donc, ce n'est pas pendant un PSE que l'État va arriver en proposant un dispositif qu'il financerait en partie. Si c'est un PSE, c'est l'entreprise qui doit tout financer, évidemment, sans aide de l'État. Donc, c'est la deuxième condition. Donc, il faut que ce soit une entreprise qui se restructure à froid. On n'est pas dans… Par exemple, on ne va pas utiliser transition collective pour fermer un entrepôt, pour fermer un site industriel, évidemment. Et troisième condition, il faut identifier les salariés qui doivent être volontaires, évidemment, pour participer à l'opération. Et tout ça se passe dans le cadre d'une mobilité volontaire sécurisée, évidemment. Donc ça, c'est les conditions légales. Alors peut-être je peux me permettre, juste Bertrand, sur le dernier item qui est identifier les salariés volontaires. L'obligation et le cadre qui a été mis en place par les partenaires sociaux, c'est aussi que le conseil en évolution professionnelle valide et aide le salarié à monter tout son dossier. Donc c'est une vraie aide, pas que administrative, mais en tout cas, ce CEP doit s'assurer du caractère volontaire de cette mobilité et doit aider le salarié à monter ce dossier. Donc, ce qui est quand même très facilitant dans le cadre du dispositif aussi. Tout à fait. Alors maintenant, s'agissant de l'entreprise cible, comme je vous disais, il n'y a pas de conditions légales. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise de ce pays peut participer à l'opération. Heureusement, il n'y a pas d'interdiction d'embauche. Et donc, vous pouvez parfaitement rentrer dans ce dispositif. Cela dit, il y a quelques conditions pratiques finalement pour que ça réussisse. Alors d'abord, il faut des difficultés de recrutement, mais si possible sur des emplois à faible coût d'entrée, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire avec peu d'exigences de qualification initiale et des parcours de formation d'une durée raisonnable.
C'est-à-dire que je pense que transition collective n'est pas fait pour recruter massivement des data scientists à Bac+8, par exemple. Hein, il faut être raisonnable, il faut que ce soit une durée de parcours. Je sais bien que par la formation professionnelle continue, on peut passer n'importe quel diplôme de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, mais en pratique, il vaut mieux quand même des formations relativement courtes, avec faible coût d'entrée, s'agissant plutôt de personnes de premier niveau de qualification. Donc il faut viser, à mon avis, des diplômes qui sont plutôt des CQP, des titres professionnels évidemment, quelques centaines d'heures, éventuellement un diplôme d'État, là dans le cadre de Corian, c'était le diplôme d'État d'aide-soignant, qui nécessite quand même 12 mois de formation. C'est une profession réglementée, une formation assez rigide sur laquelle on n'a pas beaucoup de prise sur les différents modules. C'était quand même, on a attaqué le sujet un petit peu par la face nord quand même, hein, mais on peut faire des choses beaucoup plus simples. Il faut garder l'idée voilà, qu'on ait un parcours de formation qui soit raisonnable, avec des compétences initiales qui soient en partie réutilisables. Alors dans le cas de Richebourg et encore plus de Monoprix, ce sont quand même en termes de soft skills, on peut considérer que ces personnes avaient déjà la relation client, la relation humaine. Voilà, il y a des compétences transférables sur ces métiers. Donc il faut essayer de viser des métiers où il y a un minimum de compétences transférables et sur plutôt les premiers niveaux de qualification. C'est pas n'importe quel salarié, n'importe quelle entreprise qui va pouvoir faire qui va pouvoir, comment dire, qui va pouvoir être adapté à ce dispositif. Alors, la deuxième condition, c'est une promesse d'embauche conditionnée à la réussite de la formation, ça va de soi. Troisième condition, une participation à la part de financement non prise en charge par l'État. Donc là, ce n'est pas une condition légale, évidemment, c'est juste que d'expérience, faire porter la totalité du reliquat, donc 60%, 25% selon les cas de figure, par l'entreprise source, cela paraît quand même un peu excessif, parce que malgré tout, l'entreprise source, elle porte une partie du risque, puisque le salarié peut très bien revenir à la fin de sa formation ou en cours de formation, et l'entreprise se le récupère. Bon, donc, financer tout le reliquat de rémunération, de maintien de rémunération et tout le reliquat de formation paraît quand même excessif. Et donc, il est bon, en pratique, qu'il y ait un partage des coûts entre l'entreprise source et l'entreprise cible. Je crois que tout le monde y a intérêt. Si l'entreprise source doit financer l'intégralité du reliquat, donc généralement 60%, hein, quand l'entreprise est de plus de 1000 salariés, honnêtement, il y a un moment où le DRH va avoir du mal à convaincre son directeur financier. Alors, dans le cas de Corian, donc de Monoprix et de Richebourg, on s'est mis d'accord sur un partage des tâches, des charges, qui consistait à ce que l'entreprise source, c'est-à-dire de Richebourg et Monoprix, finance le reliquat de rémunération, parce qu'après tout, il s'agit de ces salariés, qui restent quand même des salariés de Richebourg et Monoprix. Et donc, il prenait en charge 60%, c'est-à-dire le reliquat de la rémunération. Quant à Corian, il s'est engagé à prendre en charge le reliquat, donc 60%, des frais de formation, des frais d'orientation, des frais annexes, etc. Parce que Corian se trouve avoir un organisme de formation interne, qu'ils ont l'habitude de faire ça. Et donc, on s'est mis d'accord sur un partage des tâches qui est relativement rationnel finalement. Mais on peut imaginer d'autres types de répartition entre les deux entreprises pour se partager donc le reliquat. Et la quatrième condition, qui est une condition pratico-pratique, mais qui est quand même importante, c'est une capacité d'accompagner les salariés dans leur parcours de formation. Comme je vous ai dit, nous, on privilégie des parcours de formation internes pour l'entreprise, à la fois parce que c'est plutôt mieux pour des salariés d'apprendre sur le terrain, dans l'entreprise d'accueil, plutôt que de passer par un organisme de formation externe pendant X mois. C'est mieux aussi pour l'entreprise d'accueil, parce qu'elle peut évidemment acculturer les salariés et promouvoir évidemment ses métiers en interne et son organisation interne, et puis maximiser ses chances qu'à la sortie, le salarié n'aille pas chez un concurrent et travaille bien finalement dans l'entreprise d'accueil qui en plus aura fait un petit effort financier puisqu'elle aura participé au dispositif. Voilà les conditions qui portent sur l'entreprise d'accueil. Alors pour résumer maintenant un type, alors on peut imaginer d'autres scénarios, mais celui qui a été mis en place dans le cas des deux passerelles qu'on a fait jusqu'à maintenant chez CSI, voilà à peu près le parcours type. Les différentes étapes du montage du
système finalement, il y a déjà un peu une phase d'ingénierie du dispositif, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise source, donc il faut identifier une entreprise source évidemment, donc ça c'est un peu le travail de CSI, on regarde avec nos clients généralement, on commence par là, puis on a pas mal de réseaux et des fédérations professionnelles aussi. L'entreprise ou les entreprises sources identifiées doivent négocier avec les OS un projet d'accord collectif GEPP. Ensuite, vous avez nécessairement des réunions de cadrage entre là où les entreprises sources et l'entreprise cible, avec une discussion sur les modalités de l'opération, le partage des charges. Il y a aussi toute une phase qui peut être un peu compliquée de relation avec les acteurs institutionnels, avec le montage du dossier, la relation avec l'État, donc les directs, maintenant les DRIETS, et puis ATPRO. ATPRO, c'est les ex-FONGECIF, c'est eux qui concrètement montent le dossier et vont financer l'opération. Hein, comme je vous disais, on est juridiquement dans le cadre d'un PTP, hein, donc un CIF. Donc, ce sont les associations régionales ATPRO qui s'en chargent. Donc là aussi, il peut y avoir des choses un petit peu compliquées et puis des petites frictions, on va dire. Ensuite, il y a la phase à droite, là, qui est communication, promotion du dispositif dans l'entreprise source. C'est-à-dire qu'une fois que les deux entreprises, source et cible, se sont calées, eh bien, il faut en fait que d'une manière ou d'une autre, et là, on peut imaginer différentes possibilités, que l'entreprise cible promeuve ses métiers et donne de l'information sur ces métiers. Donc là, ça passe par des réunions d'information internes à l'entreprise source dans lesquelles le management ou la DRH informe les salariés de la possibilité pour eux, donc ceux qui sont sur des emplois fragilisés, hein, identifiés dans l'accord GEPP dont on a parlé, qui les informe de la possibilité de bénéficier de ce dispositif. Donc là, il faut évidemment leur présenter en transparence quelles sont les conditions de travail, les conditions de rémunération, les rémunérations annexes, les avantages sociaux et tout ce que peut expliquer l'entreprise cible. Alors ça peut prendre la forme, c'est ce qu'on a fait dans les cas de Richebourg et Monoprix, ça peut prendre enfin Corian en l'occurrence, ça peut prendre la forme d'un bilan social individuel un peu générique qui présente les métiers cibles. Bon, concrètement, ça peut être un 4 pages qui explique très concrètement ce que sont ces métiers, quelle est la rémunération, les avantages, etc. Et on aura fait évidemment attention à ce que ces avantages, ces rémunérations soient compétitives par rapport à la situation actuelle des salariés de l'entreprise source. Évidemment, on ne va pas présenter à l'entreprise source des métiers qui entraîneraient 20 ou 30% de baisse de rémunération par rapport à la situation actuelle. Et puis tout ça se termine par une ou des réunions d'information collective avec participation de l'entreprise cible, une entreprise cible qui par ailleurs peut détacher des sortes d'ambassadeurs métiers, faire visiter ses locaux à cette occasion et essayer de convaincre les salariés de l'entreprise source de participer à ce dispositif. Alors ça veut dire évidemment que les deux entreprises finissent vraiment par travailler la main dans la main de manière assez fluide pour organiser ces événements, ces réunions d'information qui ont lieu soit dans l'entreprise source, soit dans l'entreprise cible. Alors ensuite, la dernière étape, c'est le parcours lui-même, qui commence inévitablement par une phase de SAS et d'orientation, auquel le conseil en évolution professionnelle, donc qui est une obligation légale pour entrer dans transition collective, est intégré en fait. Donc là, dans le cas des métiers du grand âge, avec Myriam, on a orienté les entreprises vers un SAS d'orientation qui est fait en externe par une association qui est domiciliée en Île-de-France et qui, finalement, pendant une semaine, vérifie la motivation, les habiletés, présente tous ces métiers dans le moindre détail. On a considéré que dans ce cas-là, une association spécialisée sur ces métiers pouvait être pertinente pour effectuer évidemment cette période de SAS. Ça permet aussi de regarder donc les compétences, les habiletés, fixer les détails du parcours de formation ultérieure, prendre en compte les éventuelles difficultés linguistiques qui peuvent se poser, parce qu'être soignant par exemple, voilà, il faut un niveau en français d'écriture et d'expression orale que n'ont pas nécessairement toutes les personnes de l'entreprise source. Donc ça aussi, tout ça, il faut le tester à ce moment-là.
Alors, dans le cas d'autres types de métiers, on n'a peut-être pas besoin d'un SaaS externe. On peut penser que les entreprises, par exemple, de transport logistique, sont tout à fait à même, chez elles, à domicile, de procéder à une période de SaaS et d'orientation. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le faire. Et puis, donc, par ailleurs, dans cette période, qui dure quelques jours, a priori, est intégrée la phase de conseil en évolution professionnelle, qui, en l'occurrence, aide surtout les salariés volontaires à élaborer leur document, leur dossier dématérialisé qui sera ensuite envoyé à AT Pro, donc ex-Fongecif, pour instruire le dossier comme un PTP classique en fait. Une fois que tout ceci est validé, donc ça dure quelques semaines hein, en principe, entre le début de la phase de SAS et puis la validation, ça peut aller très vite, on entre dans le parcours proprement dit. Et là, bah, tout dépend du titre ou du diplôme préparé. On peut imaginer des formations en organisme de formation en externe, en partie en VAE. On peut faire des actions de formation en situation de travail. Pour les plus jeunes, on peut imaginer que ce soit une situation en alternance. Selon les cas de figure, j'attire votre attention là-dessus, selon le parcours envisagé, ça pourra avoir un impact sur le statut du salarié pendant ce parcours. Il est sûr que si la personne est envoyée plusieurs mois dans un organisme de formation externe, on peut penser que le statut normal, qui est d'ailleurs celui du CIF, hein, du PTP, c'est stagiaire de la formation professionnelle. Dans le cas, et ça a été le cas pour les deux exemples qu'on a présentés, où le salarié effectue l'essentiel de son parcours en situation de travail dans l'entreprise d'accueil, la situation juridique, c'est une mise à disposition par l'entreprise source vers l'entreprise d'accueil. Donc le salarié reste dans les effectifs de l'entreprise d'accueil, son contrat de travail n'est pas suspendu, contrairement au cas du stagiaire de la formation professionnelle, et simplement il est mis à disposition contre remboursement par l'entreprise source à l'entreprise d'accueil. Il nous semble que quand c'est possible, c'est quand même la meilleure solution. Et à la sortie, vous avez la sortie sur un CDI, sur le poste cible, si le parcours a été réussi. Alors, pour résumer les différentes étapes d'un projet passerelle, si vous êtes intéressé, l'idée, c'est de rencontrer les équipes de CIASSI Saint-Honoré pour affiner le besoin, quels sont les emplois cibles, quels sont les effectifs, sur quelle localisation géographique. Ensuite, nous essayons de rechercher des entreprises sources. Et les entreprises sources, ce n'est pas n'importe quelle entreprise, il faut qu'elles soient dans certaines zones géographiques, sur certaines compétences, avec des niveaux de rémunération qui sont plutôt moins attractifs que celles qui sont proposées par l'entreprise cible. Ensuite, il y a la phase de montage juridique et financier de l'opération, donc les relations avec les pouvoirs publics, éventuellement recherche de partenaires externes pour le SaaS ou l'accompagnement, lien avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, avec éventuellement une dimension un petit peu relations publiques dans ce domaine. Ensuite, vient l'étape de la communication au sein de l'entreprise source sur les dispositifs de reconversion proposés, création d'instruments de communication pertinents, le cas échéant, on peut le faire, mais vous êtes peut-être tout équipé dans ce domaine. Le montage des réunions d'information collective, évidemment. Ensuite, il y a la phase d'intégration des salariés intéressés dans un dispositif de SaaS orientation, qui, encore une fois, peut être finalement assez léger et totalement intégré et opéré par l'entreprise cible, qui permet de vérifier la motivation, de construire avec eux le parcours, etc. Et ensuite, il y a l'entrée dans le parcours de formation proprement dit, et ensuite l'embauche. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait vous présenter. Bon, les prochaines étapes, c'est identifier s'il y a des entreprises qui sont adhérentes potentiellement intéressées, des prises de contact, et puis ultérieurement, voilà, on peut vous faire une proposition d'action par CIASSI Saint-Honoré, évidemment, et vous avez les contacts à la fin de ce PowerPoint qu'évidemment on est prêt à vous communiquer, cela va sans dire. Merci beaucoup. Et merci Bertrand, puisqu'on avait effectivement la demande de transmission de la présentation, y compris Voilà, des personnes qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Voilà. Donc, je pense que voilà, le message, c'est vrai qu'on a été identifié en entreprise cible, puisque c'est vrai que nous sommes d'un secteur connu pour ses besoins en recrutement. On a d'ailleurs une mission en IGAS en cours sur ce sujet. Nous faisons partie des secteurs identifiés comme besoins de recrutement.
Donc je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous, puisque vous l'avez compris, hein, il ne s'agit pas de recruter 1 ou 2 personnes, hein, il s'agit de regrouper un collectif, hein, de recruter un collectif, et donc c'est là que ça peut être intéressant. Et Jean-Philippe, qui est avec nous, un ancien DRH et qui est aujourd'hui un permanent de TLF, mais vous voyez également une autre utilisation possible de ce dispositif, où là on pourrait être entreprise source, Jean-Philippe. Oui, tu veux que j'en parle alors? Voilà, je veux que tu en parles. Oui. Oui, bien, écoutez, en transport et logistique, nous avons des activités de manutention, de conditionnement, de préparation de commandes qui peuvent générer à terme des situations d'usure professionnelle et qu'il convient de maîtriser. Donc. Et une des manières de maîtriser ces risques pourrait être de favoriser la mobilité volontaire des salariés vers des secteurs moins contraignants. Donc, est-ce que le dispositif passerelle pourrait faire partie d'une politique de mobilité visant à prévenir l'usure professionnelle? Et là, les entreprises de transport et logistique se positionneraient comme entreprises sources. Donc, est-ce que ce dispositif pourrait s'adapter à cette démarche? Rien n'interdit aujourd'hui dans le dispositif d'adapter ce type de mobilité volontaire sécurisée pour lutter contre l'usure professionnelle. Pour avoir rencontré et échangé avec les 80 salariés entre De Richebourg et Gorian, nous avons été très concrètement confrontés à des femmes 55 ans qui étaient agents d'entretien depuis de très nombreuses années, qui étaient fatiguées de cela, bien évidemment, et donc ça a été un des moteurs aussi de la réussite. Donc, bon, on va rajouter, il y avait l'usure professionnelle, mais il y avait aussi les temps de transport qui étaient extrêmement longs, et il y avait aussi des horaires fragmentés. Mais bien évidemment que rien n'interdit. Après, il y a une question qui se pose. Est-ce que vous avez déjà essayé, certains de ces salariés, à les orienter sur les autres activités au sein des mêmes entreprises qui, elles, recrutent? Est-ce que votre question, c'est en interne d'une entreprise, la même entreprise, dans le cadre d'une mobilité, d'une activité à une autre, ou est-ce que c'est d'une entreprise source différente de l'entreprise d'accueil? C'est une entreprise source différente d'une entreprise d'accueil, parce que dans le même secteur, on va se retrouver avec les mêmes métiers et les mêmes contraintes. Et souvent, les salariés exposés à ces contraintes, on a des difficultés à les faire évoluer vers des postes de type administratif, par exemple, qui auraient moins de contraintes. Donc, l'idée, effectivement, de pouvoir les faire évoluer vers d'autres secteurs, d'autres métiers, peut-être aussi avec des contraintes différentes, mais qui permettrait de ne pas les laisser exposer durablement à un type de contrainte. Alors vous allez me dire, ils vont passer d'une contrainte à d'autres, mais on sait qu'au niveau de la santé, le fait de ne pas être exposé très longtemps à des contraintes, c'est un facteur important. Bien sûr, bien sûr. Rien n'interdit aujourd'hui de développer ce dispositif pour ce motif d'usure professionnelle. Absolument pas. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun sujet, il suffit que ces métiers soient identifiés de manière consensuelle par l'employeur et par les organisations syndicales représentatives, parce qu'il faut signer, quand vous êtes entreprise source, il faut signer un accord gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Mais les questions de fin de carrière ou d'usure professionnelle, de pénibilité, peuvent parfaitement être traitées dans ce cadre-là. Et je pense que les organisations syndicales pourraient être ouvertes à ce genre de choses. Nous le verrons. Ah oui. Avec Nancy. Oui, parce qu'ils sont parfois surprenants, effectivement. Voilà. Ok, merci. Je propose, si parmi l'assistance, nous avons des entreprises qui auraient des questions. Vous connaissez tous le principe, on lève la main. J'espère qu'on ne vous a pas assommé. Ah oui. Oui. Faut-il que je désigne des volontaires? Le principe, comme vous voyez, les principes sont simples. Hein, c'est ensuite dans les détails que je ne vous cache pas qu'il peut y avoir des... Voilà, donc nous, on a essuyé les plâtres hein, avec De Richebourg et Corian, et puis Monoprix. Donc voilà, on a l'habitude maintenant de rentrer dans les détails techniques et répondre aux questions les plus compliquées maintenant. Voilà. Alors, je vois que Pierre a une question. Allons-y.
Merci, oui, bonjour. Est-ce que ce dispositif est uniquement aujourd'hui ouvert en Île-de-France ou est-ce qu'il est utilisable dans d'autres régions? Partout. Partout. Alors, à l'origine des temps, l'État, poussé en cela un peu par les partenaires sociaux, voulait en faire un dispositif par bassin d'emploi, c'est-à-dire vraiment très local. Voilà. Et donc, identifier quelques bassins d'emploi avec des projets qui étaient finalement plus des projets de territoire que des projets de mariage entre entreprises. Nous, depuis le début, on a pensé que c'était peut-être pas la bonne solution. On s'est dit que l'idéal, c'est pas de se mettre sur un bassin d'emploi dont il faudrait justifier des difficultés particulières, etc. Mais à partir du moment où on peut marier des entreprises un peu n'importe où, mais à partir du moment où ça match, y compris géographiquement, eh ben, il faut y aller. Et je dois dire que l'État nous a suivis et qu'après avoir monté des dossiers de Richebourg Monoprix qui étaient effectivement exclusivement en Ile-de-France, maintenant l'État nous a dit go sur n'importe quel endroit du territoire. D'accord. J'ajouterais que Et nous du coup, on sommes peut vous sollicités. rencontrer en région aussi, excusez-moi. Est-ce que vous avez des relais en région ou est-ce qu'on vous rencontre principalement dans votre Oui. siège? Non, il se trouve que par notre passé récent, Myriam et moi, on a des relations avec l'État, avec la DGEFP. Voilà, on a des relations ailleurs qu'au niveau de l'Île-de-France, voilà, y compris dans les services de l'État déconcentrés. Et je rajouterai un élément, Pierre, c'est que celui qui pilote aujourd'hui l'activité stratégie sociale dans nos équipes, c'est Patrice Yvon, qui était le conseiller restructuration, qui était mon conseiller de restructuration à l'époque quand j'étais au ministère et qui a été celui de Muriel Pénicaud. Donc il y a un travail en commun sur tout le territoire, bien sûr, national. Deuxième élément, on est beaucoup sollicité par des entreprises sources qui sont elles-mêmes en réseau. Donc, de pouvoir organiser en réseau, notamment dans beaucoup de, pas que sur des métropoles, hein, voilà, donc avec des territoires qui peuvent souffrir notamment de difficultés, de besoin d'élargir le sourcing et avec de fortes difficultés. Donc, eux seront forcément en attente de pouvoir avoir des entreprises d'accueil qui puissent être aussi en réseau, ce qui me semble être aussi un élément important. Très bien, merci beaucoup. Chez Pierre, chez Ziegler. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Effectivement, c'est un dispositif qui me semble super intéressant. La question, c'était est-ce qu'il y a un volume particulier à partir duquel on peut commencer cette démarche-là, en tant qu'entreprise d'accueil? Le nombre de salariés devant être C'est ça. accueillis minimum, quoi, en fait, Oui, oui. oui, oui. Alors je vais caricaturer, mais demain, est-ce que si j'ai une ou deux demandes ou trois demandes, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Je caricature, on est d'accord, mais Bah, je pense que, alors il n'y a aucun problème en termes légal ou quoi que ce soit. Simplement, c'est sûr que vous allez mettre, si c'est pour quelques personnes, enfin moins d'une dizaine par exemple, ça va vous mettre dans des frais de formation, d'ingénierie de formation, de consulting, des frais de transaction divers et variés, de coûts administratifs qui vont être sans commune mesure avec le bénéfice de recruter quelques personnes. Donc, je pense que ça ne peut se faire que sur plusieurs dizaines de personnes, mais sur tout un territoire, sur toute la France. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, c'est pas forcément sur un site donné, mais je pense que si vous avez allez, 30, 40, 50 recrutements sur l'ensemble, sur plusieurs zones, ça peut commencer à valoir la peine, effectivement. Voilà. ok, merci beaucoup. Si c'est pour 3-4 personnes, je pense qu'il vaut mieux passer par un cabinet spécialisé ou de l'intérim, qui va vous faire du recrutement aussi. Oui. D'autres questions, d'observations? Actuellement, dans les secteurs qui nous ont sollicités en termes d'entreprises sources, nous avons beaucoup de choses dans la grande distribution, vous pouvez l'imaginer. Nous sommes aussi sollicités sur des métiers relatifs à des choses du type affichage public, ce type de... Et là, on est aussi sur des questions bien souvent d'usure professionnelle, hein.
et sur la partie entreprise d'accueil. Donc, bon, voilà, beaucoup le retail, beaucoup la grande distribution, et puis, voilà, quelques activités un peu diverses et variées autour de l'entretien, autour parfois de la restauration collective ou encore autour des enjeux d'affichage public. Et puis, les métiers, en tout cas, les entreprises d'accueil. Bon, nous sommes forcément beaucoup sollicités dans le secteur du médico-social, hein, puisqu'ils ont 60 000 offres d'emploi à pourvoir. Et je pense que le Ségur de la santé leur donne un petit aspect d'attractivité des métiers avec l'augmentation des rémunérations. Mais on a aussi des besoins, on le sait, sur des moniteurs auto-école, sur des assistants ambulanciers. Enfin, voilà, ce type de profession aussi qui cherche à recruter actuellement, ou sur de la restauration rapide, où on sait qu'ils ont des difficultés aussi de recrutement. Voilà, grosso modo, à peu près aujourd'hui sur les diverses sollicitations que nous pouvons avoir. Lucille a levé la main. Bonjour. Nous avions commencé à nous renseigner un petit peu en tant qu'entreprise d'accueil pour savoir comment communiquer nos besoins. Donc, on avait vu qu'il fallait se rapprocher de notre inspection du travail. Est-ce qu'en se rapprochant directement de vous aussi, on peut vous passer, vous communiquer nos besoins? Alors, ce que fait l'inspection du travail, les DRIETS, en fait, de par la circulaire donc, que leur a envoyé le ministre au mois de janvier, ils sont censés essayer de faire un recensement, effectivement, des entreprises cibles ou sources, de manière à monter de sortes de plateformes, alors je pense électroniques, je pense, destinées à mettre en place les rapprochements. Bon, donc, si vous sollicite, je crois qu'il faut leur dire la vérité. De toute façon, vous avez intérêt à faire état le plus possible, de manière générale, de vos difficultés de recrutement. Hein, voilà. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas l'État qui va vous trouver les entreprises sources, qui va vous mettre en relation avec eux, qui va faire le montage, qui va. Donc, si vous avez des projets, signalez-vous auprès de plus de monde possible. Mais effectivement, vous pouvez nous contacter. Nous, on va essayer de vous trouver, dans ce cas-là, une ou des entreprises sources sur la base des fiches de poste, des besoins en compétences, des niveaux de rémunération que vous pourrez nous et de la localisation géographique dont vous pourrez nous faire part, en fait. Voilà. Ok, très bien, Oui. c'est noté. Merci. Nous, notre travail, c'est vraiment, nos équipes rémunération regardent tout de suite, il faut se dire les choses très directement. Quand on a été mandaté par Korian, nous ne sommes pas allés chercher le secteur industriel, parce qu'on gagne 20% de plus dans l'industrie. Donc, on savait bien que ça allait être un frein. Donc, ce qu'on essaie de trouver, c'est à la fois une attractivité liée à une proximité géographique, une amélioration de l'emploi avec notamment le temps plein versus un temps partiel, ou autrement des perspectives d'évolution aussi dans un métier. Je dis par exemple sur les agents d'entretien, c'était extrêmement important pour elles d'avoir un diplôme d'état d'aide-soignant. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que derrière, ça donne aussi des perspectives d'évolution. Donc, c'est ça que nous essayons à chaque fois de faire matcher. D'abord, la REM, bien sûr, regardez la proximité géographique, la qualité de l'emploi, et puis, voilà, donc c'est tous ces indices-là qui nous permettent après, et puis le parcours de formation. Et comme l'a dit Bertrand, c'est vrai que les CQP ou les titres pro sont des beaux outils par rapport à cela. Très bien. Oui, nous, alors, la majorité de nos besoins vont être sur des postes de conducteurs routiers. Nous, aujourd'hui, sur lequel on a beaucoup de mal à recruter et sur laquelle on a une population aussi vieillissante. Donc, on va être amené à recruter fortement sur la région Bourgogne aujourd'hui. Donc, voilà, ça peut être des postes attractifs et avec des évolutions aussi sur des postes plus sédentaires ensuite. Mais voilà, c'est un projet qu'on a et sur lequel je suis fortement intéressée de pouvoir envisager des potentiels, un potentiel travail sur ce dispositif. Dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter, on fait un diagnostic et on voit avec vous ce qu'on peut faire. Hein, voilà. Ok, très bien. Sans engagement. Voilà. Parfait, merci.
C'est vrai que le métier de conducteur routier, c'est le plus nombreux déjà dans notre branche en effectif, donc c'est forcément le plus recherché. Mais c'est vrai qu'on a une palette de métiers à Oui. différents niveaux de qualification qui sont très recherchés. Alors, je prends un exemple qui s'est passé dans ma famille, mais qui est une aide comptable qui a été licenciée pour motif économique, qui est devenue aide déclarante en douane, par exemple. Ouais. Les métiers de la douane sont très, très recherchés, et particulièrement en cette année de Ah oui. Brexit, par exemple, hein. Ah oui. Les overseas présents ne me contrediront pas, mais de même les agents de transit. Alors, ce sont des populations moins nombreuses, mais très recherchées également. Bien sûr. En logistique, pareil, hein, la préparation de commandes, ce sont toujours des métiers très recherchés. Je pense que quel que soit le secteur, les mécaniciens aussi, je prends les mécaniciens poids lourds. Ah, il y en a moins, mais ça va être très, très recherché avec une grosse évolution professionnelle, avec les changements de motorisation également. Évidemment. Voilà. Donc on en parle moins. Intérêt. Voilà. Non, mais c'est tout l'intérêt d'avoir une palette de métiers et dans les SAS, justement, de pouvoir présenter avec des experts de ces métiers, ceux qui les font depuis des années et qui s'y sont engagés et qui y restent. Et c'est cette rencontre-là. Nous, le SAS d'orientation a été un moment extrêmement important. Alors, certains ont découvert que finalement, ils avaient envie de s'occuper des autres, mais peut-être pas de personnes âgées. Donc voilà, et c'est rassurant aussi d'avoir cet élément-là qui permet à la fois de faire des tests psychologiques et de tester vraiment la motivation des personnes. Je pense que ce SAS d'orientation doit permettre cela et de présenter cette panoplie de métiers. Tout à fait. Jean-Philippe. Jean-Philippe, oui. Oui, j'avais une question. L'intervention de CIACI Saint-Honoré, elle est rémunérée par qui? Par l'entreprise cible, l'entreprise source? Comment ça se passe? Alors, On tout a fait un dépend. partage. Oui, oui, on fait un partage. Alors, tout dépend de la quantité d'intervention. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Dans une vision plus large, on participe à la conception d'outils de communication. C'est ce qu'on a fait pour Monoprix et de Richebourg, pour construire ce qu'on a appelé les BSI génériques. Bon, il peut arriver des cas quand l'entreprise d'accueil est assez puissante et a l'habitude de vendre, de promouvoir ses métiers, que ces documents de fait existent. Hein. Donc dans ce cas-là, évidemment, nous, on a une agence de communication interne et on peut faire ce travail. Donc voilà, ensuite, il faut regarder au cas par cas la difficulté de l'opération, la quantité de choses à déblayer, en fait, des obstacles techniques à déblayer. C'est vraiment du cas par cas, mais effectivement, il y a un partage des coûts, effectivement. D'accord, merci. Il y a aussi une dimension, alors il faut voir aussi, voilà, il y a aussi une dimension juridique, c'est-à-dire que selon qu'il y a une intervention juridique ou pas, il y a des entreprises, bon là je ne veux pas trahir de secret, Corian avait un cabinet d'avocats qui était très, très calé sur ces sujets de mise à disposition, etc. Et donc n'ont pas fait appel à nous pour des prestations de nature plus juridique. Il peut y avoir des cas où on nous demandera d'aller plus loin dans l'analyse juridique, éventuellement nous-mêmes on pourra faire appel à un cabinet d'avocats, mais voilà, ça dépend vraiment de l'amplitude du travail à effectuer. Voilà. D'accord. Il est certain, en tout cas, que dans les remboursements de l'État, la question, il finance des projets individuels. Donc, la question de l'ingénierie pour la mise en place du dispositif n'est pas prise en charge dans l'assiette de l'État. C'est Oui, important de ça vous a été précisé. le Tout à fait. rappeler. Voilà. Alors, notre intervention, elle est largement forfaitaire aussi, c'est-à-dire que vous avez intérêt à ce que, je rebondis sur la question, si on peut le faire pour quelques personnes, notre intervention est largement forfaitaire. Bon, elle est très faible par rapport au montant, évidemment, de l'opération, c'est-à-dire maintien de rémunération, action de formation, etc., ça va de soi, mais elle est forfaitaire, donc vous avez intérêt à monter l'opération quand même pour plusieurs dizaines de personnes, que vous soyez source ou cible. Ça réduit évidemment considérablement, ça réduit à pas grand-chose le coût consultant par salarié, c'est sûr. Je me demandais justement si dans ce cadre-là, dans le cas où il y aurait eu une entreprise source, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs entreprises cibles en fait qui s'associent pour partager le…
Totalement. Ah ben voilà. Ah oui. Parce que comme ça, si parmi les personnes présentes, parfois certaines en cherchent 5, 6, 10, voilà, et qu'elles peuvent Oui. peut-être mutualiser, parce que si vous avez Bien 200 sûr. personnes à reclasser, Bien ça sûr. peut être une solution, Alors, oui. c'est sûr. Mais au bout du bout, ça restera du bilatéral. C'est-à-dire qu'on peut faire un pool, mais il y a un moment, il faut bien qu'il y ait un salarié bien identifié dans une certaine entreprise qui aille dans une certaine entreprise. Vous voyez? Sinon, ça Bien va sûr. être compliqué. Mais bien sûr, imaginez qu'il y ait plusieurs entreprises types qui montent un dispositif commun sur les mêmes métiers, par exemple, en puisant, j'allais dire, dans les mêmes entreprises sources, c'est parfait, évidemment. Oui, puis ça donne aussi la possibilité de montrer la diversité des métiers. Oui. Oui. Ce serait une très Et belle opération. Oui. Ouais. ça serait, de ce point de vue-là, ça serait extrêmement intéressant. Comme on peut imaginer, et là on commence à en avoir pas mal, plusieurs entreprises sources. Bien sûr. Rendre compte l'important, c'est le territoire. Voilà. C'est pour ça qu'on privilégie des entreprises plutôt à réseau, qui se trouvent qui sont multisites. Voilà. Une entreprise qui a un problème de recrutement bien identifié sur un site isolé quelque part en France, c'est forcément un peu compliqué parce qu'il faut trouver une entreprise analogue qui a un site pas loin et ça va être compliqué. Donc, vous voyez bien, sans faire de dessin, que Monoprix et Korian, c'est l'idéal parce que vous avez des EHPAD Korian et des Monoprix partout. Donc, vous résolvez d'un seul coup quasiment le problème géographique avec ce genre de boîte. C'est effectivement un problème qu'on rencontre de manière récurrente, ça, la mobilité par bassin Bien d'emploi, sûr. parce que Alors, je sais bien que le transport logistique, vous n'êtes pas massivement présent partout. Il y a des bassins d'emploi plus ou moins, évidemment, on le sait bien. Mais enfin, vous êtes quand même répartis sur beaucoup d'endroits quand même, hein. Vous n'êtes pas local, hein, généralement. on Vous a êtes juste vraiment- l'inconvénient de ne pas être en centre-ville. Parce que bon, on n'aime pas le transport et l'entreprise de transport en et de centre-ville. plus en plus éloignés pour des raisons de coût du foncier. Bah oui, je sais bien. Bah oui. Ouais. Oui, mais beaucoup de nos publics ne sont pas non plus en centre-ville. Voilà. On l'a vu sur de Prenons le Richebourg, cas. on Prenons le avait cas. on avait des temps de trajet Voilà. moyens de 2 à 3 heures par jour. Ouais, bah ouais. Voilà. Donc, prenons le cas du 93-94. Je pense qu'il est très facile de trouver à la fois des entreprises transport logistique et des entreprises non transport logistique et en centre-ville. Voilà. Oui, en l'Île-de-France, il n'y a pas trop de problèmes, on est assez présent. Alors, sauf peut-être les Yvelines, parce que pour y habiter, je sais que les entreprises de transport ne sont pas extrêmement nombreuses. Mais le 93, le 77, effectivement, le 91, hein, beaucoup d'entreprises. On a toutes les zones aéroportuaires, bien sûr, hein, pour notre coup. Mais ensuite, dans les régions, hein, vous avez la région Rhône-Alpes, et certains sont Oui, présents aussi aujourd'hui, là, qui est un fort bassin d'emploi, les Sud et Hauts-de-France également, Bah oui. la Normandie avec les ports, hein, du Havre et de Rouen. On a Oui. des grosses zones comme ça. Le centre Val-de-Loire, bien sûr, aussi. Très grosse zone logistique. Ouais. Merci Myriam et merci Merci. Bertrand pour cette présentation très claire. Merci Merci à beaucoup. vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.